J'ai vu le paquebot s'éloigner dans la nuit méditerranéenne. Ses lumières clignotantes comme des rires moqueurs. Emportant mes parents, mes frères et toute leur joie factice de Noël. Me laissant sur le quai de Marseille comme un vulgaire sac de déchets abandonné à la marée. À 15 ans, j'ai compris que l'amour familial n'était qu'un mensonge poli. Un contrat que l'on rompt quand il dérange. Et j'ai serré dans ma main le billet que j'avais payé de mes économies pour ce voyage maudit. Jurant sur les vagues indifférentes que je les ferais payer. Non pas avec des cris ou des larmes, mais avec une vengeance si précise qu'elle leur rongerait l'âme comme un acide lent. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de Provence, j'ai enterré mon enfance et creusé la tombe de la leur. Le vent salé fouettait mon visage tandis que le bateau disparaissait à l'horizon. Un monstre de luxe qui avait englouti ma famille entière. J'avais tout planifié, des mois d'heures supplémentaires au café du quartier. Des nuits passées à économiser sur des repas frugaux. Pour m'offrir cette croisière de Noël. Un rêve idiot de gamine qui voulait coller les morceaux d'une vie familiale en miettes. Maman, avec ses tailleurs impeccables et son sourire de présentatrice télé, avait promis que ce serait notre grand rapprochement. Papa, le banquier distant qui rentrait toujours en retard, avait hoché la tête en signant le chèque pour les billets des autres. Et mes frères, ces jumeaux de 18 ans, arrogants et insouciants, qui me traitaient déjà comme une ombre encombrante dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris. Mais le matin du départ, tout avait basculé. Nous étions au port de Marseille. L'air chargé d'odeurs d'épices et de sel. Les haut-parleurs annonçant l'embarquement avec une joie forcée. J'avais couru pour attraper mon sac. Mais maman m'avait arrêté d'une main froide sur l'épaule. Ma chérie. Il y a eu un malentendu avec les billets. Le tien. Eh bien, on a dû l'annuler pour payer l'assurance des garçons. Tu comprends. N'est-ce pas? Tu es grande maintenant. Tu peux passer Noël avec la nounou. La nounou? Celle qui avait été renvoyée 2 mois plus tôt pour économie budgétaire? Papa avait détourné le regard, marmonnant quelque chose sur un appel urgent à prendre. Les jumeaux avaient ri. Un de ces rires complices qui exclut. En me tapotant la tête comme à un chien errant. T'inquiète. Sœurette. On t'enverra des photos des buffets. Je n'avais pas crié. Pas pleuré. J'avais simplement reculé. Sentant le béton du quai se durcir sous mes semelles usées. Le bateau avait sonné sa corne d'adieu. Et avec elle, le dernier fil qui me rattachait à eux s'était rompu. J'ai regardé le sillage écumant, imaginant déjà leur verre de champagne qui s'entrechoquait pour fêter l'absence de la charge inutile. À 15 ans, on vous apprend que la famille est sacrée. Un cocon inaltérable. Mais ce jour-là, j'ai appris que c'était une prison dont on vous jette dehors quand vous devenez trop lourde à porter. Le train de retour vers Paris fut un calvaire de 3 heures. Coincé entre des familles bruyantes chargées de paquets cadeaux et de rires forcés. Je serrais contre moi mon sac à dos. Le seul bagage que j'avais emporté. Contenant un pull trop grand de maman que j'avais volé dans son armoire, un vestige de son parfum Chanel qui me donnait la nausée. Dehors, la Provence défilait en taches floues, vignes nues. Villages accrochés aux collines. Et au loin, les lumières de Noël qui scintillaient comme des mensonges. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'un des garçons? Avec leurs notes médiocres et leurs soirées arrosées. Était-ce parce que j'étais la fille? La sensible? Celle qui posait trop de questions sur les disputes nocturnes de nos parents? Ou simplement parce que j'étais invisible? Un accident dans leur tableau de chasse sociale? Arrivé à la gare de Lyon. La ville me frappa de sa brutalité hivernale. Paris en décembre, un chaos de touristes emmitouflés. De mendiants agglutinés aux sorties de métro. Et d'odeurs de châtaignes grillées qui masquaient à peine la puanteur des poubelles débordantes.
Notre appartement du 16e était à 1 heure de métro. Mais je n'avais plus de ticket. J'ai erré dans les rues. Les mains engourdies par le froid. Évitant les regards des passants qui me prenaient pour une fugueuse. À un moment, je me suis arrêté devant une vitrine des Galeries Lafayette, où un sapin géant dominait la scène, orné de boules scintillantes et de guirlandes qui chantaient des chants de Noël en boucle. Dedans, des familles achetaient des jouets, des pulls en cachemire, des dîners de fête. Dehors, j'étais le fantôme de ce que j'aurais dû être. Finalement, j'ai appelé un taxi avec les derniers euros de ma poche, un luxe que je regrettais déjà. Le chauffeur, un Algérien bourru nommé Karim, m'a jeté d'un œil suspicieux dans le rétroviseur. Où vas-tu? Petite? T'as l'air perdu. J'ai murmuré l'adresse. Et pendant le trajet, il a tenté de meubler le silence avec des anecdotes sur ses Noëls en famille à Oran. La famille. C'est tout? Sans eux, on n'est rien. J'ai hoché la tête, les lèvres pincées, me demandant si c'était une malédiction ou une bénédiction d'avoir été éjecté si tôt. L'appartement était vide. Bien sûr. Les lumières de Noël clignotaient encore dans le salon. Un arbre artificiel penché comme ivre, décoré de boules bon marché que j'avais moi-même accrochées la semaine précédente. La nounou n'était pas là où qu'il aurait été. Et le réfrigérateur contenait seulement une bouteille de vin ouverte et des restes de fromage moisi. J'ai fouillé les tiroirs, cherchant des traces de, un mot, une explication. Rien. Seulement la carte bancaire de papa, oubliée sur le comptoir de la cuisine, avec un solde que j'ai vérifié sur son ordinateur portable laissé ouvert. 15 000 euros. Assez pour une croisière. Pour des assurances. Pour tout sauf pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Allongé sur mon lit étroit, écoutant le tic-tac de l'horloge qui comptait les heures jusqu'au lever du soleil. J'ai laissé les images défiler, le quai, le bateau, leurs visages hilars. La rage montait. Pas une rage explosive, mais une marée lente, inexorable, qui submerge tout. À l'aube, j'ai pris une décision. Je n'allais pas les attendre. Je n'allais pas supplier. J'allais survivre. Et un jour, je les confronterai avec la preuve de leur trahison, forgée de mes propres mains. Ce fut le début de ma renaissance. Ou peut-être de ma damnation, je n'en sais rien encore. Les jours suivants furent un brouillard de survie instinctive. J'ai raté l'école ou le lycée Victor Hugo, avec ses uniformes impeccables et ses profs qui feignaient l'intérêt pour nos âmes tourmentées. Au lieu de cela, j'ai arpenté les rues du 16e. Ce quartier bourgeois où les concierges vous toisent si vous n'avez pas l'allure d'un héritier. J'ai vendu le pull de maman sur un site d'occasion, empochant 100 euros qui sentaient le musc et le regret. Avec ça, j'ai acheté de la nourriture basique, pain, fromage, pommes, les staples d'une vie de moine. Le soir, je cuisinais sur le gaz, imaginant que c'était une punition auto-imposée. Une façon de me durcir avant l'hiver. Mais la solitude ronge. Elle s'infiltre comme l'humidité dans les murs haussmanniens, faisant craquer les joints de votre esprit. Je passais des heures à fixer le plafond, revivant la scène du port en boucle, amplifiant chaque détail, le vernis écaillé sur les ongles de maman, la fossette moqueuse sur la joue gauche de mon frère aîné, le haussement d'épaule fataliste de papa. Pourquoi ne m'avait-il pas emmené? Était-ce une punition pour mes notes en maths? Ou pour les fois où j'avais surpris maman en larmes au téléphone, discutant de divorce avec une voix d'homme inconnu?
J'avais toujours su que notre famille était un château de cartes. Mais je n'avais pas anticipé l'effondrement si brutal. Un soir, alors que la neige commençait à saupoudrer les toits de Passy, j'ai craqué. J'ai ouvert l'ordinateur de papa et fouillé ses mails. Des centaines de messages anodins, factures, rendez-vous d'affaires, invitations à des dîners mondains. Puis, un dossier caché, nommé et privé. Dedans, des échanges avec maman datant d'1 an, disputes sur l'argent, sur les garçons qui dilapidaient tout, sur moi, la petite qui nous étouffe avec ses crises. Elle est grande, qu'elle se débrouille, avait écrit maman. Et pire, une conversation avec l'avocat de famille, esquissant un plan pour me placer en pensionnat pour son bien, libérant ainsi leur liberté. Le choc fut comme un coup de poing dans le ventre. Ce n'était pas un accident. C'était calculé. À partir de là, la vengeance prit forme. Pas une explosion théâtrale, mais un plan méthodique, ancré dans la logique froide que j'avais héritée de papa. J'ai commencé par l'argent. Avec sa carte, j'ai transféré de petites sommes sur un compte anonyme que j'ai ouvert en ligne, rien de trop visible. Juste assez pour meubler mon quotidien sans alerter les banques. Puis, j'ai contacté Karim, le chauffeur de taxi, qui s'avéra avoir un neveu hacker freelance dans le 18e. Pour 100 €. Il m'a aidé à pirater les mots de passe des réseaux sociaux de mes parents. Leurs postes de croisière défilaient, selfies devant des buffets somptueux. Légende mièvre sur l'esprit de famille. J'ai ri. Un rire amer. En liquant anonymement depuis un faux profil. Mais la vraie arme serait psychologique. Je connaissais leur faiblesse, la vanité de maman. Obsédée par son image sur Instagram, l'ambition de papa, qui grimpait les échelons à la BNP Paribas, l'insouciance des garçons, qui collectionnait les fêtes et les conquêtes. J'ai commencé par des murmures. Un mail anonyme à la patronne de maman. Joint une photo truquée d'elle en train de flirter avec un collègue, rien de grave. Juste assez pour semer le doute. Pour papa. Un faux rapport d'audit envoyé à son supérieur, insinuant des irrégularités mineures dans ses comptes. Les jumeaux? Des rumeurs sur Snapchat? Les accusant de tricherie à l'université. Chaque acte était un fil que je tirais. Patiemment, observant les fissures se propager. Et moi, dans l'appartement vide, je me construisais. J'ai lu des livres volés à la bibliothèque, Le Prince de Machiavel pour la stratégie, Crime et Châtiment de Dostoïevski pour la tourmente intérieure. La nuit, je marchais le long de la Seine. Les reflets des lumières sur l'eau comme des promesses de justice. Paris. Cette ville impitoyable devenait mon allié, ses ruelles sombres pour les secrets, ses cafés bondés pour les observations. Noël arriva sans fanfare. Le 25 décembre. Tandis qu'il voguait probablement vers les Caraïbes. Je dînais seul d'une dinde au micro-ondes, toastant avec un verre d'eau à leur santé. À l'abandon, murmurai-je. Mais au fond de moi, une voix chuchotait, et si c'était moi? La toxique? Si mon silence avait été perçu comme de l'indifférence? Je repoussai l'idée. Non. Ils avaient choisi. Et je choisirais leur chute. Le retour du bateau fut chaotique. Ils débarquèrent le 2 janvier. Allés et épuisés. Leurs valises chargées de souvenirs inutiles, conques, t-shirts floqués. Et une culpabilité qu'ils étouffaient sous des excuses préfabriquées. J'étais là à l'aéroport Charles de Gaulle, feignant la joie, les bras ouverts pour l'accolade familiale.
Vous m'avez manqué. Racontez-moi tout. Maman s'effondra en larmes, balbutiant sur l'erreur administrative. Papa hocha la tête avec un air contrit. Les garçons me serrèrent maladroitement, marmonnant des promesses de compensation. Mais sous la surface, les fissures étaient là. Maman avait perdu un contrat freelance à cause d'une rumeur idiote. Papa était convoqué pour un contrôle de routine au bureau. Les garçons se plaignaient de messages anonymes qui gâchaient leur entrée universitaire. Ils ne se doutaient de rien. Bien sûr. Pour eux, j'étais toujours la petite sœur fragile, la victime innocente. Et c'est ce qui rendait tout plus délicieux, je portais le masque à la perfection. Riant à leurs anecdotes de croisière. Aidant à déballer les cadeaux qu'ils m'avaient oubliés de posters. Les semaines suivantes, je tisse ma toile plus serrée. J'inscrivis en ligne à des cours de psycho à distance l'Appel. Une association pour adolescents en crise m'avait accordé une bourse anonyme après un appel larmoyant. Là, j'apprenais les leviers de l'esprit humain, la culpabilité comme poison lent, la peur comme paralysant. Un soir, lors d'un dîner familial tendu aux mamans picorant sa salade, papa consultant son BlackBerry, je lâchai la première bombe. Vous savez, pendant votre absence, j'ai trouvé des mets. Sur l'idée de la pensionnat. Silence. Leurs fourchettes s'immobilisèrent. C'était une blague. Ma chérie. Balbutia maman. Mais ses yeux trahissaient la panique. De là, la maison devint un champ de mines. Les disputes éclatèrent, papa accusant maman d'avoir trop parlé. Les garçons se renvoyant la balle sur qui a merdé avec le billet. Moi. Je restais en retrait. L'ange gardien invisible, glissant des indices ici et là. Un jour, je découvris le dossier privé sur l'ordinateur. Feignant la stupeur. C'est quoi? Ça, hurla maman en le voyant ouvert. Papa blêmit. Les explications fusèrent. Embrouillées. Et pour la première fois, je vis la famille se retourner contre elle-même. Comme des rats dans un sac. Mais la vraie vengeance culmina en mars. Lors d'une soirée mondaine à laquelle papa m'avait traîné à un gala de charité au Palais des Congrès. Où les banquiers parisiens paradent en smoking et robe de soirée. J'avais 16 ans depuis peu. Et j'avais changé, cheveux coupés courts. Maquillage discret. Une assurance forgée dans la solitude. Là, parmi les coupes de Dom Pérignon et les rires fins, je croisais l'homme de la voix au téléphone de maman, un associé de papa. Marié. Avec une alliance qui brillait comme un avertissement. Je l'approchai. Un verre à la main. Et lâché d'une voix douce, votre femme sait-elle pour les croisières secrètes? Le scandale éclata comme une bulle de savon. Maman fut confrontée. Les murmures se propagèrent comme un virus dans le milieu financier. Papa perdit sa promotion. Les garçons furent renvoyés de l'université pour comportements inappropriés amplifiés par mes rumeurs. Et moi? Je les regardais sombrer. Jour après jour. Depuis ma chambre transformée en bunker de secrets. La culpabilité me rongeait parfois des nuits où je revoyais le quai. Où je me demandais si la vengeance n'était qu'une autre forme d'abandon. Mais alors? Je me rappelais le sel sur mes lèvres. Le vide du bateau. Et je souriais. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Ils sont partis. Maman en thérapie à Deauville. Papa muté à Lyon avec une démotion. Les garçons en année sabbatique forcés à Lisbonne. L'appartement est à moi. Légalement un arrangement pour protéger l'héritage familial. Je vis de bourse et de petits jobs.
Étudiant la psycho à la Sorbonne. Apprenant à disséquer les âmes brisées. Et parfois. Quand la Seine charrie ses eaux troubles sous les ponts illuminés. Je me demande, ai-je gagné? Où suis-je devenu eux? La vengeance est un miroir. Après tout. Elle reflète non pas l'autre, mais soi-même. Déformé par la douleur. Mais ce Noël. Pour la première fois. Je le passerai libre. Sans bateau. Sans mensonge. Juste moi. Et la ville qui m'a vu naître à la haine. Les mois qui suivirent l'abandon ne furent pas seulement une question de survie, ils devinrent un laboratoire pour ma transformation. Paris. Cette maîtresse impitoyable. M'enseignait ses leçons dans les recoins les plus inattendus, les bouquinistes du quai de la Tournelle. Où j'achetais des romans d'occasion pour 10 €. Dévorant les intrigues de Simenon pour comprendre les bas-fonds de l'âme humaine, les marchés aux puces de Saint-Ouen. Où je troquais des bijoux de maman contre des carnets neufs. Remplis de notes sur leurs faiblesses. J'avais tracé une carte mentale de la famille. Un organigramme impitoyable, maman. Le point faible émotionnel. Friable comme du calcaire sous l'érosion des ragots, papa. La tour de cartes professionnelle. Prête à s'effondrer au moindre souffle de scandale, les jumeaux. Des ballons gonflés à l'hélium de l'adolescence. Explosant au premier contact avec la réalité. Mon premier vrai coup d'éclat fut anodin en apparence, une lettre anonyme envoyée à l'école des garçons. Le lycée Louis-le-Grand. Insinuant une tricherie aux examens de bac. J'avais fabriqué la preuve avec des captures d'écran truquées. Utilisant le logiciel gratuit que le neveu de Karim m'avait filé. Les directeurs. Ces gardiens zélés de la réputation. Lancèrent une enquête discrète. Les jumeaux rentrèrent ce soir-là. Visage blême. Jetant leur cartable sur la table de la cuisine avec des jurons étouffés. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un nous accuse d'avoir copié, ricana l'un d'eux. Mais sa voix tremblait. Papa. Rentrant tard comme toujours. Haussa les épaules, bas. C'est la vie? Les gars. Apprenez à vous défendre. Ironie du sort, le banquier qui prêchait la résilience sans jamais l'avoir exercée lui-même. Je feignais l'empathie. Offrant du thé et des cookies maison ou une recette apprise sur YouTube pour parfaire mon rôle d'ange domestique. Peut-être que c'est une erreur. Vous êtes si intelligent. Après tout. Ils avalaient l'appât. Se confiant sur leur nuit blanche. Leurs copines imaginaires. Leur rêve de fête à Ibiza. Chaque mot était une brique dans mon mur de connaissances. Bientôt. Je sus tout, les dettes de jeu de l'un. La drogue récréative de l'autre. Les textos ambigus envoyés à des profs pour des faveurs. Armes prêtes à l'emploi. Parallèlement, je me reconstruisais. L'appel m'avait connecté à une psy gratuite. Une femme d'une cinquantaine d'années nommée Claire. Avec des lunettes à monture épaisse et un bureau encombré de plantes fanées dans le 5e arrondissement. Nos sessions étaient un ballet délicat, je versais des larmes calculées sur l'abandon. Elle hochait la tête. Prescrivait des exercices de respiration. Mais c'était moi qui la sondais. Inversant les rôles. Et vous? Claire? Avez-vous déjà trahi quelqu'un? Elle rit. Mal à l'aise. Mais avoua un divorce amer. De là. Je volais ces techniques, l'art de planter des graines de doute. De faire germer la paranoïa sans jamais montrer la main. Maman rentra la première. Fin janvier. Avec un bronzage artificiel qui craquelait déjà sous le froid parisien. Elle m'embrassa sur les 2 joues. Son parfum plus âcre que d'habitude. Et me bombarda de cadeaux, un collier en toque d'Italie. Un pull en laine d'une boutique duty free. Ma puce. On s'est tant inquiété. Le bateau avait un signal pourri.
Impossible de t'appeler. Mensonge flagrant, j'avais vu leurs stories Instagram en direct. Je souris. Aidant à ranger. Mais glisser une question innocente, et papa? Il t'a dit pour l'avocat? Elle se figea. Le cintre en main. Quoi? Non. C'est une bêtise. La graine était plantée. Les fissures s'élargirent vite. Papa, stressé par son boulot, rentrait plus tard. Les yeux cernés, marmonnant sur des contrôles internes. J'avais envoyé un autre mail anonyme. Cette fois à un confrère rival. Avec des chiffres bidouillés montrant des commissions occultes. Rien d'illégal. Juste assez pour que les rumeurs bourdonnent dans les couloirs de la BNP. Lors d'un dîner, rare moment où nous étions tous attablés. L'atmosphère crépita. Les garçons se chamaillaient sur qui avait merdé à l'école. Maman piqua une crise sur l'ingratitude générale. Papa claqua son verre. Assez. On est une famille. Bon sang, hurla-t-il. Une famille. Le mot sonna creux. Comme un écho dans une crypte. Cette nuit-là. J'entendis leur voix à travers les murs, accusation. Pleurs. Le lit qui grince sous les corps en rage. Pour la première fois. Je ressentis une pointe de triomphe mêlée à une nausée. Était-ce cela? La justice? Détruire pour reconstruire? Le lendemain. Je marchais jusqu'au Louvre gratuit pour les mineurs. Me perdant dans les toiles de Delacroix. Ces explosions de couleurs et de fureur qui reflétaient mon tumulte intérieur. La liberté guidant le peuple, une femme en chemise tachée de sang. Brandissant un drapeau. Étais-je elle? Ou la foule anonyme qu'elle foulait? Mon réseau s'élargissait. Karim devint un oncle de substitution. M'invitant à des tagines chez lui à Belleville. Ou son neveu à cœur. Un gamin de 20 ans nommé Samy. M'enseignait les bases du dark web. C'est comme Paris sous terre. Petite, tout est connecté. Mais personne ne voit les fils. Avec lui. Je créais des bots qui surveillaient leur profil. Récoltant des données comme un aspirateur à secret. Maman suivait une influenceuse bien-être. Postant des citations sur le pardon, je répondis anonymement, le pardon est pour les faibles. Elle bloqua le compte. Mais le poison s'infiltra. En février. La vague frappa les garçons de plein fouet. L'enquête scolaire s'alourdit, perquisition dans leur casier. Interrogatoire par le proviseur. L'un d'eux, Alexandre, craqua et avoua une fumette occasionnelle amplifiée par mes épreuves plantées. Suspension pour 1 mois. Ils rentrèrent furieux. Fracassant une lampe dans le salon. C'est qui le enfoiré qui nous balance, rugit Théo. Son jumeau. Je haussai les épaules. Les yeux baissés, peut-être un jaloux. Vous êtes si populaire. Leur gratitude fut palpable. Un câlin maladroit qui masquait leur suspicion naissante. Mais c'est avec maman que le jeu devint personnel. Elle avait repris son boulot de consultante en communication. Mais les ragots la suivaient comme une ombre. Un jour, elle rentra en larmes. Jetant son sac sur le canapé. Ils disent que j'ai couché avec un client. C'est absurde. Je la serrai dans mes bras. Sentant son corps frêle trembler. Qui ferait ça? Maman? C'est horrible. Intérieurement, je revoyais le quai. Son haussement d'épaule. La psy Claire m'avait appris, la vengeance n'est complète que quand la victime m'en dit pardon. Bientôt. Papa. Lui, s'enfonçait dans le silence. Des réunions tardives. Des whisky solitaires dans son bureau. J'entrais parfois.
Feignant l'inquiétude, tout va bien. Papa. Il levait les yeux. Rougit. Et murmurait, la vie est un combat. Ma fille. Apprends-le. Ironie, c'est lui qui m'avait initié. Un soir, je découvris ses pilules pour l'anxiété dans la salle de bain. Et glissai un mot, besoin d'aide. Il ne répondit pas. Mais le lendemain, il annula un voyage d'affaires. Les dominos tombaient. Avril apporta le printemps. Mais pas la rédemption. Les disputes familiales culminèrent lors d'un Pâques raté, œufs en chocolat achetés à la va-vite. Agneau brûlé au four. Maman accusa papa d'adultère, mon faux mail avait porté ses fruits. Il riposta sur les finances, révélant des dettes qu'il avait cachées. Les garçons prirent parti, divisant la maison en camps. Moi, la pacificatrice, la voix de la raison, cousant les plaies pour mieux les rouvrir plus tard. Dans mes carnets, je notais tout, les dates, les réactions, les faiblesses exploitées. C'était thérapeutique. Une catharsis logique dans un monde chaotique. Mais la nuit, les doutes me hantaient. Étais-je en train de devenir un monstre? Ou simplement de rééquilibrer la balance? Claire, en session, perçut le changement, tu sembles plus forte, moins brisée. Je souris, c'est Noël qui m'a guéri. Et ainsi, le piège se resserrait. Fil par fil. Jusqu'au gala fatidique. Mais ça, c'est une autre histoire, ou plutôt la suite de la mienne. Le gala au Palais des Congrès fut le pivot. Le moment où la vengeance passa de l'ombre à la lumière crue des projecteurs. J'avais convaincu papa de m'emmener pour mon éducation sociale. Plaider jeu. Battant des cils comme une gamine ambitieuse. Il accepta. Distrait par ses propres tourments. Me glissant une robe noire prêtée par maman. Trop grande mais élégante dans son anonymat. Enfilée devant le miroir de la salle de bain. Elle me transforma, plus la fillette du quai. Mais une silhouette effilée. Les cheveux relevés en chignon sévère. Les lèvres peintes d'un rouge discret volé dans le tiroir de maman. Paris nocturne. Vu depuis le taxi qui nous emmenait le long de la Seine. Scintillait comme un joyau maléfique, tour Eiffel piqué d'or. Bateaux-mouches glissant comme des serpents. Le palais bruissait d'une foule en costume, robe de soie bruissant contre smokings amidonnés. Rire cristallin masquant les tractations en sous-main. C'était un bal masqué de l'élite financière. Où les charités servaient de prétexte à des alliances. Papa me présenta à ses collègues. Sa main ferme sur mon épaule, ma fille. Camille. Elle vise la Sorbonne en psycho. Ils sourirent. Ces requins en cravate. Complimentant mon rire mature. Je hochai la tête. Mémorisant les noms. Les failles, un tel avec une alliance trop neuve. Un autre évitant le regard de son épouse. Puis, je le vis, l'homme au téléphone. Marc Duval. Associé junior chez BNP. La quarantaine athlétique. Un verre de bourbon à la main. Il flirtait avec une serveuse. Son alliance scintillant sous les lustres. Maman m'avait confié un jour. Ivre de vin rouge, il comprend les femmes. Lui. Je m'approchai. Un flûte de champagne en main, mon premier. Pétillant comme l'adrénaline. Monsieur Duval? Camille. Fille de Henri. Il se tourna. Charmeur, ah. La relève. Ton père parle souvent de toi. Mensonge poli. Nous bavardâmes, bourse. Ambition. Paris. Puis. Le coup, dites.
Votre femme est-elle au courant des croisières? Solitaire? Les Caraïbes en décembre. Ça doit être romantique sans enfant. Son visage se décomposa. Le Bourbon frôlant ses lèvres figées. Quoi? Je ne vois pas de quoi. Mais ses yeux fouillaient la salle, cherchant une issue. Je souris. Ange déchu, oh. Juste une rumeur. Maman en parle parfois. Le mensonge inversé. La flèche empoisonnée. Il s'excusa précipitamment. Rejoignant sa femme, une blonde sculpturale en verre émeraude et lui murmurant à l'oreille. Elle pâlit, jetant un regard vers notre table. Papa. Inconscient. Discuter fusion-acquisition. Je m'éloignai. Le cœur battant. Me fondant dans la foule comme une ombre. Le reste de la soirée fut un tourbillon, danse obligée. Toast hypocrite. Mais les murmures commencèrent. Une femme en perles s'approcha de maman absente. Mais représentée par procuration via papa et glissa, ta consultante. Elle fricote avec Marc. Attention. Sa femme est jalouse. Papa blêmit. Son verre tremblant. Plus tard. Dans le taxi du retour. Il explosa, qu'est-ce que c'était que ces conneries sur Marc? Il est marié. Bon sang. Je feignis l'innocence, juste une blague entendue. Désolé. Mais le mal était fait. La graine. Arrosée par le champagne. Germa en tempête. Les jours suivants. La maison devint un volcan. Maman? Alertée par un appel anonyme, le mien. Via un burner phone acheté à Bastille. Rentra furieuse. Confrontant papa, c'est toi qui as couché avec elle? Ou c'est moi qu'on accuse maintenant? Il n'y a. Mais les doutes s'accumulaient comme neige sale sur les trottoirs parisiens. Les garçons. Flairant le chaos. S'enfuir en soirée. Rentrant à l'aube avec des excuses boiteuses. Moi. Je naviguais le courant. Offrant des épaules pour pleurer. Des cafés forts pour les gueules de bois. La famille. C'est fait pour ça. Disais-je. Savourant l'ironie. Mais la revanche avait un coût. Les nuits. Je me réveillais en sueur. Revivant non pas le quai. Mais le regard de Marc, un mélange de peur et de mépris qui me renvoyait à ma propre vulnérabilité. Étais-je en train de devenir comme eux? Manipulatrice et froide? Claire? En thérapie. Nota le tremblement dans ma voix, Camille. La colère est un feu. Mais il consume aussi celui qui l'attise. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je notais, utiliser la culpabilité contre moi-même pour mieux la projeter. Mais apporta les premières craquelures visibles. Papa fut rétrogradé, réorganisation interne. Dirent-ils. Mais je savais, mes faux audits avaient alerté les compliances officées. Il rentra ce soir-là. Costume froissé. Et s'enferma dans son bureau. J'entrai plus tard. Trouvant une bouteille de scotch entamée. Papa. Il leva les yeux. Brisé, j'ai tout donné pour vous. Et maintenant? Je m'assis. Posant une main sur la sienne, geste calculé. On va s'en sortir. Ensemble. Pour la première fois. Il pleura. Confessant des dettes de jeu anciennes. Des prêts pour financer la croisière. La vérité affluait. Goutte à goutte. Et avec elle. Ma pitié se mêlait à la rage. Il n'était pas un monstre. Juste un homme faible. Mais la faiblesse avait un prix. Maman? De son côté. Perdit 2 clients d'affilée. Des rumeurs sur mon éthique.
sanglota-t-elle au téléphone avec une amie. Je l'écoutais depuis la cuisine. Feignant de réviser. Le soir, elle cuisina un bœuf bourguignon aux tentatives de normalité mais les larmes salèrent la sauce. Camille. Ma chérie. Si tu savais comme je regrette cette croisière. C'était une erreur. Je hochai la tête. Mes pensées, trop tard. La psy m'avait appris, le regret sans action est un poison auto-administré. Les jumeaux, eux, implosèrent en tandem. L'enquête scolaire mena à une exclusion temporaire, Alexandre fut surpris avec de la weed dans son sac mon cadeau glissé par un complice payé 20 €. Théo, solidaire, couvrit son frère et se fit virer aussi. Ils passèrent des jours vautrés sur le canapé. Scrollant TikTok avec des yeux vides. Marmonnant sur la malédiction familiale. Un soir, Alexandre craqua, Serette. T'as pas une idée qui nous balance? T'entends tout? Toi. Je souris, moi? Je suis juste la petite sœur. Mais le soupçon germait. Un verre dans le fruit. L'été approcha. Chaud et oppressant. Transformant Paris en fournaise. Je m'échappais vers les bords de Seine. Lisant Sartre sous les saules pleureurs, l'enfer? C'est les autres. Vrai. Mais l'enfer personnel était pire le mien. Forgé de solitude et de calcul. Samy, le hacker, m'avertit un jour chez Karim, t'es en train de jouer avec le feu. Petite. Un jour, ils te verront. Je ris, c'est le but. Et ainsi. Juin vit le premier effondrement majeur, une dispute homérique où papa révéla les mets sur le pensionnat. Maman hurla, c'était pour ton bien. Camille. Tu nous étouffais avec tes silences. Les garçons prirent parti pour elle. Me jetant des regards accusateurs. Je restai calme. Voix douce, étouffait? Comme vous m'avez laissé sur le quai? Silence. Le mot quai flotta comme une grenade dégoupillée. Ils se turent. Mais le mal était fait. La famille. Ce mythe se dissolvait dans l'acide de la vérité. Pourtant, au milieu du chaos, une étrange paix m'envahit. J'étais libre. Enfin. De mes chaînes invisibles. Mais la vengeance n'était pas finie où elle culminait. Prête à exploser comme un feu d'artifice sur la Seine. L'été 2026 fut un brasier lent. Où Paris étouffait sous une canicule impitoyable. Miroir de la fièvre qui consumait notre foyer. Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer l'air lourd. Chargé d'odeurs de bitume fondu et de jasmin fané des balcons voisins. Mais rien ne dissipait la tension. Papa avait pris un congé maladie. Prétexte pour éviter le bureau où les regards en coin le pourchassaient comme des fantômes. Il passait ses journées dans le salon. Chemise ouverte sur un torse amaigri. Fixant des rediffusions de rugby sur la télé. Une bière à la main. La défaite? C'est comme la vie? Marmonna-t-il un jour. Quand je lui apportai un plateau repas. Je hochai la tête, notant mentalement la résignation et la porte ouverte à la chute finale. Maman? Elle? S'était retranchée dans une routine obsessionnelle, yoga matinal au parc Monceau. Puis des appels interminables à des chasseurs de tête. Sa voix passant du miel au vinaigre. Les rumeurs l'avaient rattrapée, un client majeur avait annulé un contrat. Citant un manque de confiance. Elle me confiait ses peurs le soir. Allongée sur le canapé. Un verre de chardonnay à la main, Camille. Si on perd tout, qu'adviendra-t-il de nous? Tu es si jeune. Je caressais ses cheveux. Feignant la compassion. Mais intérieurement, je revoyais son profil tourné vers le bateau.
indifférente à mon appel muet. On s'en sortira. Maman. Tu es forte. Mensonge doux. Sirop sur une plaie ouverte. Les jumeaux? Relégués à des jobs d'été minables au serveur dans un bistrot du Marais. Rentraient couverts de sueur et de reproches. Alexandre avait rompu avec sa petite amie. Qu'il avait largué après des histoires bizarres sur lui en ligne. Théo? Plus rebelle. Sniffait de la coque en cachette, je le sentais à l'odeur âcre dans la salle de bain. À ses yeux injectés de sang. Il se liguait contre les parents. Mais aussi contre moi. Dans des murmures que j'espionnais depuis l'escalier, la petite? Elle est trop calme. Comme si elle savait un truc. Le soupçon était une braise. Prête à s'enflammer. Mon propre été fut un exil volontaire. Inscrite à un stage d'été en psycho à l'hôpital Sainte-Anne. Je passais mes journées à observer des patients en crise, schizophrènes murmurant à des ombres. Dépressifs fixant le vide comme papa. Les profs. Des barbus en blouse blanche. Nous enseignaient la résilience. Mais je voyais clair, c'était la vengeance refoulée qui forgeait les monstres. Le soir, je rentrais à pied. Traversant le 7e arrondissement où les Invalides se dressaient comme un mausolée. Et je planifiais la phase finale. Samy m'avait fourni un logiciel de deepfake, pour 100 € de plus. Il fabriqua une vidéo, maman en train de confesser l'adultère à une amie. Voix synthétisée à la perfection. Pas pour la diffuser au pas encore mais pour la garder comme épée de Damoclès. Où t'apporta la rupture. Papa. Acculé par des lettres de créanciers. Avoua tout lors d'un dîner étouffant, la croisière financée par un prêt usurier. Les économies familiales dilapidées pour sauver les apparences. Maman hurla, et moi. Henri? Moi qui ai renoncé à ma carrière pour tes ambitions. Les garçons bondirent. Jetant des assiettes, vous nous avez ruinés pour un bateau de merde. Le chaos régna. Éclat de porcelaine sur le carrelage. Cris rebondissant sur les moulures haussmanniennes. Moi. Au centre. Je criai enfin, c'est ma faute? C'est ça? Parce que je n'étais pas assez bien pour embarquer? Silence. Leurs regards se posèrent sur moi. Pour la première fois vraiment. Et Gilles eut le doute? La peur. Ce fut le tournant. Maman s'effondra à mes pieds. Sanglotant, non. Ma puce. C'était une erreur. Une horrible erreur. Je la relevai. Mais planter le dard, erreur? Ou choix? Papa. Pâle. Murmura, on voulait te protéger. Du divorce qui couvait. Divorce. Le mot explosa comme une grenade. Les garçons se figèrent, maman blêmit. La vérité jaillit en cascade, les disputes. L'homme au téléphone marque. Encore lui. Les plans pour me éloigner avant la séparation. J'écoutais. Impassible. Tandis que le puzzle se complétait. L'abandon n'était pas caprice, c'était calcul. Une façon de tester les eaux troubles du naufrage familial sans alourdir le radeau avec une ado problématique. La révélation me frappa comme un uppercut. Pas de rage pure. Mais une clarté froide, ils m'avaient sacrifié pour leur survie. Cette nuit-là. Seul dans ma chambre. Je visionnais la deepfake. Maman sur l'écran. Riant d'un air coupable, oui. Marc et moi. C'était pour oublier Henri. Faux. Mais si vrai dans l'esprit brisé de nos observateurs potentiels. Je l'envoyais à l'ami de maman. La fameuse confidente. Avec une note, elle a besoin d'aide. Le lendemain. L'enfer se déchaîna, appels hystériques. Visite impromptue de l'ami.
Accusation volante. Papa quitta la maison pour un hôtel près des Champs-Élysées, prétextant l'espace pour réfléchir. Septembre ramena l'école. Mais pour moi, c'était la Sorbonne, bourse méritée. Dossier gonflé par mes notes impeccables. Les jumeaux, réintégrés sous condition, erraient comme des zombies, évitant mes yeux. Un soir, Théo m'accosta dans la cuisine. C'est toi. Les rumeurs. Les fuites. T'as changé depuis le quai. Je le fixais. Calme, le quai? Où vous m'avez laissé comme une poubelle? Il recula. Bouche bée. Alexandre, entendant, ajouta, on était cons. Ok. Mais c'est pas une raison pour. Je l'interrompis, pourquoi? Survivre? Maman? Seule avec moi désormais. Tenta la réconciliation. Des dîners aux chandelles. Des confessions larmoyantes sur son enfance abandonnée elle-même, ironie cruelle. Une grand-mère alcoolique à Lyon. Je reproduis le cycle. Camille. Aide-moi à briser ça. Je hochai la tête. Mais glisser la vidéo deepfake sur une clé USB. Oubliée sur la table. Elle la trouva. La regarda. Et le lendemain, elle appela un avocat. Pas pour divorcer ou pour me protéger. Tu hérites de tout. Ma chérie. C'est ta maison maintenant. La vengeance atteignait son apogée, non la destruction totale, mais la reconstruction sur leur ruine. Papa revint pour signer les papiers. Visage ravagé. Murmurant, pardonne-moi. Je ne répondis pas. Les garçons partirent en internat à Bordeaux. Pour un nouveau départ. Et maman? Elle s'installa en location meublée près de Bastille, me laissant l'appartement comme un trophée empoisonné. Pourtant, dans la solitude retrouvée, le vide hurlait. Claire? En session. Diagnostica, c'est le deuil de l'illusion familiale. Vrai. Mais au fond, une question persistait, avais-je vengé l'enfant du quai? Ou créé un nouveau monstre? Paris automnal. Avec ses feuilles mortes tourbillonnant sur les boulevards. Semblait murmurer la réponse, la vie est un cycle de trahison. Et la mienne ne faisait que commencer. L'automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau de brume et de regret, transformant les avenues haussmanniennes en couloirs hantés par des fantômes en par-dessus. L'appartement du 16e. Désormais mien. Résonnait d'un silence oppressant, écho des pas absents. Ombre des meubles réarrangés pour chasser les souvenirs. J'avais 16 ans et demi. Étudiante en première année de psycho à la Sorbonne. Naviguant les amphis bondés du Panthéon comme une ombre parmi les âmes tourmentées. Les cours Freud. Lacan. Les méandres de l'inconscient étaient un baume et une lame, ils disséquaient ma rage. Mais révélaient aussi ses racines pourries. Enracinées dans une enfance de silence et de portes fermées. Maman appelait 2 fois par semaine. Voix chevrotante depuis son studio exigu près de la place des Vosges. Comment vas-tu? Ma grande? Besoin d'argent? Je répondais poliment, envoyant des photos de mes notes impeccables. Mais raccrochais avec un goût de cendre. Elle avait entamé une thérapie de groupe pour femmes trahies. Ironie qui me faisait sourire, trahi par qui? Au juste? Papa. Muté à Lyon dans un poste subalterne à la banque régionale. M'envoyait des cartes postales laconiques, vues de la Saône. Mots sur le renouveau. Les garçons. En internat bordelais. Postaient des stories sporadiques, matchs de foot. Bière bon marché. Légende sur la liberté. Liberté payée de quel sang? Ma routine était un rituel de contrôle, matinée en cours.
Après-midi à la bibliothèque François Mitterrand. Où je noircissais des carnets de théorie vengeresse. Comment la culpabilité restructure les synapses. Comment la trahison forge des empires. Le soir, je cuisinais pour une ratatouille. Blanquette. Plat qui embaumait l'air sans partage. Karim et Samy étaient mes ancres, dîner tagine chez eux. Où le hacker me mettait en garde, ton deepfake. Efface-le. Les traces numériques. Ça revient comme un boomerang. Je hochais la tête. Mais gardez la clé USB. Talisman de pouvoir. Claire, ma psy, devint une confidente malgré elle. Nos sessions. Dans son bureau aux plantes revigorées. Viré à l'interrogatoire inversé. Camille. Ta vengeance. Elle t'a libéré. Ou enchaîné. Je déviais, et vous? Claire? Votre divorce. Était-ce justice ou regret? Elle rit. Mais ses yeux trahissaient la faille. Un jour, elle lâcha, tu rappelles ta mère. Tu sais. Froide. Calculatrice. Le coup porta, je manquai la session suivante. Errant dans le cimetière du Père-Lachaise. Parmi les tombes de Proust et Piaf. Me demandant si les morts vengent leurs abandons. Novembre apporta les premières neiges précoces. Saupoudrant la tour Eiffel d'un voile virginal qui masquait mal les cicatrices de la ville. Maman revint pour un week-end de réconciliation. Débarquant avec un gâteau au chocolat et des excuses empaquetées. Nous dînâmes dans le salon. Lumière tamisée. Vin rouge coulant comme du sang. J'ai compris. Camille. Le quai. C'était mon égoïsme. Marc était une erreur. Une fuite. Elle pleura. Main tendue. Je l'écoutais. Cœur serré malgré moi, sous la manipulatrice. Il y avait la femme brisée. Fille d'une lignée d'abandonnés. Pourquoi ne pas m'avoir dit, murmurai-je. Elle haussa les épaules, la famille. On protège les apparences. Le mot famille sonna comme un glas. La nuit. Elle dormit dans l'ancienne chambre des garçons. Et je fouillai son sac, habitude acquise. Dedans. Des pilules d'antidépresseurs. Un journal intime commencé 3 mois plus tôt, page sur la culpabilité. Sur ma fille. Mon miroir brisé. Je lus. Larmes aux yeux malgré la rage, elle m'aimait. À sa façon tordue. Le lendemain. Au petit-déj. Je glissai, lissa. La clé USB sur la table. Ses mains tremblèrent, elle brancha. Vit la vidéo. C'est faux. Je hochai la tête, mais ça aurait pu être vrai. Comme l'abandon. Elle s'effondra. Hurlant, monstre. Tu es un monstre. Puis. Silence. Elle partit sans un mot. Valise claquant la porte. Papa vint une semaine plus tard. Train de Lyon. Visage creusé par l'hiver rhodanien. Nous marchâmes le long des quais. Flocons dansant comme des confettis macabres. J'ai tout perdu. Camille. Le job. Le respect. Pourquoi? Une croisière idiote. Il avoua, l'idée du voyage était la sienne. Pour sauver le mariage. Mais les billets l'ont oublié, une négligence calculée pour te faire grandir. Je m'arrêtai sous un pont. La Seine charriant ses eaux noires, grandir? Ou vous débarrasser? Il pleura. Un homme de 60 ans réduit à un enfant. Pardonne-moi. Je ne pus. Mais je l'aidai, un virement anonyme de mon compte fruit de ses propres fonds détournés ou pour ses dettes. Pas par bonté. Par contrôle.
Les garçons débarquèrent pour les vacances de Toussaint. Barbu et maussade. Sac à dos chargé de linge sale. L'appartement s'emplit de leur chaos, musique rap à fond. Pizza livrée. Dispute sur la télécommande. Théo m'accusa directement, c'est toi qui as balancé la weed. Hein? Et les rumeurs à l'école? Alexandre tempéra, laisse. Elle a morflé autant que nous. Mais le verre était là. Nous sortîmes en bande. Premier depuis l'abandon, balade à Montmartre. Crêpes chaudes sous la pluie fine. Ils rirent. Se confiant sur l'internat. Les bagarres. Les filles. Moi. J'écoutais. Filant des conseils empoisonnés de sous-entendus, ne fais pas comme papa. Théo. Les secrets. S'arrange. Cette nuit-là. Autour d'une bouteille de cidre. La vérité éclata. On savait pour le divorce. Avoua Alexandre. On a aidé à planquer l'argent pour la croisière. En pensant que sans toi, ce serait plus simple. Théo hocha la tête, on était cons. Serette. Mais t'as été impitoyable. Je ris. Amer, impitoyable? Comme vous sur le quai? Ils baissèrent les yeux. Pardon demandé. Pardon refusé. Ils repartirent. Mais un fil ténu se retissa, pas amour. Mais reconnaissance mutuelle des failles. Décembre approcha. Noël planant comme une menace. Claire me pressa, ferme le chapitre. Camille. La vengeance est un cercle, brise-le. Peut-être. Mais le quai hantait encore mes rêves. C'est les vagues. J'organisais un Noël solo, sapin minimaliste. Dinde commandée. Vin de Karim. Et un cadeau pour moi, brûler la clé USB. Symboliquement. Dans l'évier. Les flammes dansèrent, libérant une fumée âcre. Était-ce fin? Ou nouveau début? La famille. Éclatée. M'envoya des vœux numériques, SMS larmoyants. Appel manqué. Je répondis brièvement. Neutre. Paris. Enneigé. M'offrait sa lumière hivernale, café fumant. Vitrines illuminées. J'étais seul. Mais entière. La revanche avait sculpté une femme de l'enfant abandonnée au dur. Mais vivante. Noël 2026 fut un mirage de paix précaire. Un répit dans la tourmente que j'avais orchestrée. La neige avait recouvert Paris d'un manteau immaculé. Effaçant les traces de l'année écoulée comme un pardon cosmique. L'appartement. Orné d'un sapin rachitique aux guirlandes solitaires. Embaumait le pain synthétique et le vin chaud que j'avais préparé avec des épices volées à Karim. Seul devant la fenêtre. Regardant les lumières clignoter sur l'avenue Victor Hugo. Je trinquais à l'air, à l'absence qui forge. Pas de bateau cette année. Pas de trahison au juste moi. Et le poids libérateur de la solitude choisie. Le matin du 25. Un colis arriva, une boîte expédiée de Lyon. Postée par papa. Dedans. Un album photo jauni nos Noël d'enfance. Sourire figé sur papier glacé. Une lettre jointe. Écriture tremblante, Camille. J'ai revu les photos. On était heureux. Autrefois. Pardonne si tu peux. Ton père qui t'aime. Les larmes vinrent. Inattendues. Brouillant les images de moi petite. Perché sur ses épaules lors d'une patinoire aux Tuileries. Amour? Il y en avait eu. Enfoui sous les dettes et les ambitions. Mais lequel avait calciné? Je rangeai l'album dans un tiroir. Non brûlé. Mais scellé.
Maman appela à midi. Voix enrouée par le froid ou les regrets, joyeux Noël. Ma chérie. Je suis à Deauville. En cure. Rejoins-moi un jour? J'hésitais. Le combiné chaud contre l'oreille. Peut-être. Et toi? Maman? Prête pour un nouveau départ? Elle rit. Forcé, avec le temps. Tout guérit. Mensonge poli. Mais je l'acceptais. Les garçons envoyèrent un message groupé, vidéo 2 à Bordeaux. Toasting avec du champagne bas de gamme. À Serette-la-Bosse. On rentre en janvier. Paix. Je répondis un émoji sourire. Sentant le fil se retisser. Fragile mais tenace. L'après-midi. Je sortis, promenade digestive le long du parc de Passy. Flocons dansant comme des secrets chuchotés. Des familles passaient. Rires emmitouflés dans des écharpes. Enfants tirant des traîneaux improvisés. J'enviais leur illusion. Mais n'y retournez pas. Au lieu de cela. Je m'assis sur un banc. Sortant mon carnet, dernière note sur la famille au pas vengeance. Mes autopsies. Freud dirait, Édipe refoulé. Complexe d'abandon. Lacan, le grand autre qui trahit. Moi? Je disais, survie. Le soir? Claire m'invita à un dîner informel au pas-thérapie. Mais ami à ami. Son appartement dans le 5e. Livres empilés jusqu'au plafond. Charroux ronronnant sur les genoux. Nous mangeâmes du coq au vin. Rime de cas cliniques absurdes. Tu as brisé le cycle. Camille. Dit-elle en versant le dessert. Ou on a créé un nouveau. Je haussai les épaules, la vie n'est pas linéaire. C'est un labyrinthe. Elle hocha la tête. Et pour la première fois. Je confessais tout, le quai. Les deepfakes. Les murmures. Pas de jugement. Juste écoute. La psychologie. C'est ça, comprendre pour pardonner. Ou pas. Janvier 2027 apporta le bilan. Papa revint pour signer la vente partielle de l'appartement en fonds pour mes études. Et un pécule pour lui. Nous signâmes chez un notaire du 8e. Face à face. Sans mots superflus. Prends soin de toi. Murmura-t-il en sortant. Toi aussi. Pas de pardon. Mais une trêve. Maman s'installa à Paris. Job freelance en reconversion au coach en bien-être. Ironie douce. Nous déjeunâmes un dimanche. Café de Flore. Croissant chaud, conversation légère sur la pluie. La Sorbonne. Je suis fier de toi. Dit-elle. Je souris, moi de toi. Pour avoir osé. Les garçons rentrèrent en février. Barbe taillée. Ambition recentrée, Alexandre en école de commerce à Lille. Théo en apprentissage menuiserie pour les mains. Pas les chiffres. L'appartement s'anima, dîner bruyant. Partie de cartes. Anecdote d'internat. Ils m'offrirent un cadeau tardif, billet pour un concert à l'Olympia. Pas de croisière. Promis. Rit Théo. Je ris avec. Sentant la glace fondre. Mais la cicatrice du quai persistait. Une démangeaison sous la peau. En cours, je présentais une thèse sur la trahison familiale comme catalyseur identitaire à notes excellentes. Profs impressionnés. Samy, devenu ami, me proposa un job freelance, analyse de données pour une ONG anti-cyberharcèlement. Ton talent pour les ombres. Utilise-le pour le bien. Je refusai d'abord. Puis accepté, redirection. Pas rédemption.
Printemps 2027, Paris fleurissait. Cerisier en Au-Champ-de-Mare. La famille se réassembla pour mon anniversaire 17 ans. Gâteau au chocolat de maman. Vin de papa. Blague des garçons. Pas de quai évoqué. Pas de bateau. Juste rire. Toast à l'avenir. Étais-je pardonné? Non. Pardonnante? Presque. La vengeance avait été mon armure, l'autel laissait des marques. Mais aussi de l'espace pour respirer. Aujourd'hui. Été 2027. Je marche le long de la Seine. Carnet à la main. Notant non plus des plans. Mais des rêves, voyage en solo. Peut-être Grèce. Vague sans la mer. La famille est un puzzle brisé. Recollecté différemment. L'abandon m'a forgé au dur. Mais entière. Et si le quai fut ma mort? Ce fut aussi ma naissance. À la vie. À la revanche apaisée.